pour cette table ronde dont le titre est d'atelier en conservatoire. Un rapide tour de table des 4 personnes à qui je vais donner la parole me permet d'une façon très synthétique de dire que c'est effectivement des récits et témoignages de parcours et d'expériences dont il va s'agir. Le format qui est proposé est différent de celui de la première partie de l'après-midi, c'est-à-dire 4 interventions courtes, messieurs, d'une dizaine de minutes environ, qui, si vous le voulez bien, dans la salle, vont s'enchaîner ces 4 interventions, et c'est ensuite que ça va véritablement prendre la forme d'une table ronde. Bon, pas tout à fait une table, si, pas tout à fait ronde, la table rectangulaire tout de même, même si on est face à face, et donc un véritable échange avec la salle. Donc, si vous voulez bien, notez vos questions, gardez vos questions, puisqu'on aura du temps après les 4 interventions pour échanger avec vous. Je donne la parole donc pour commencer à Monsieur Philippe Gibaud, musicien, enseignant, luthier et directeur du festival Chandelle. Directeur d'un festival Chandelle, c'est un festival de chansons de femmes. Voilà, je recommence. Donc, Festival Chandelle, un festival de chansons de femmes en Haute-Normandie, dont je suis originaire. Et je suis toujours étonné que, ici présent sur l'estrade, on soit que des hommes. Voilà. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Alors, ce qui a été dit auparavant, je suis un autodidacte de la musique traditionnelle, au mouvement folk. À l'époque, j'ai voulu jouer du violon. J'avais connu au lycée la musique folk, et quand j'ai voulu jouer du violon, je me suis mis derrière les autres musiciens pour apprendre à jouer. Voilà comment on procédait à l'époque. Dans les festivals, on rencontrait d'autres gens. On voyait des musiciens plus expérimentés qui nous donnaient des conseils. Et c'est comme ça que j'ai appris à jouer du violon. Et à cette époque-là, j'étais animateur socioculturel. Quelques années après, je vais devenir luthier. Alors, avant de parler de mon expérience d'un atelier de lutherie, de violon, alto, violoncelle et contrebasse à Rouen, je voudrais rappeler l'appropriation de la lutherie par le mouvement folk. À cette époque-là, il y avait des autoconstructeurs, des gens qui construisaient par eux-mêmes des instruments. Il y avait des conseils dans des revues. Il y avait aussi des stages. Mais ceci n'était pas l'apanage des musiques traditionnelles. Dans la musique ancienne, on faisait la même chose. Pour les joueurs de guitare qui voulaient construire leur instrument, pouvaient construire aussi leur instrument. Donc l'idée, c'était de prendre en charge soi-même son instrument, de le fabriquer. On pensait que ce n'était pas réservé qu'à une élite, entre guillemets. Hein, voilà. Et donc, quand j'ai voulu devenir luthier, ça s'est fait par le biais de rencontres et d'un parcours. J'ai commencé par faire un stage de lutherie à la MJC de Drissant-Angis, pour avoir des conseils pour réparer mon violon. Ensuite, j'ai voulu construire un dulcimer, et là, j'ai trouvé un autoconstructeur qui m'a conseillé, aidé. Et en même temps, il y avait un jeune luthier qui avait fait Mirecourt, le haut lieu de l'apprentissage pour plutôt fabriquer les violons en France, qui était venu s'installer dans sa ville d'origine, et il m'a donné des conseils. Ensuite, il s'est installé, et en même temps, moi, j'ai voulu construire mon violon. Bon, il a continué à me donner des conseils, son activité augmentait dans l'atelier, et il a eu besoin d'un ouvrier. C'est comme ça que je suis devenu luthier. Quand j'ai commencé à travailler dans l'atelier de lutherie, on a eu des demandes d'écoles de musique, écoles primaires, salons artisanaux pour présenter le violon et la lutherie. Donc j'y suis allé pour présenter le violon et la lutherie avec les outils, le bois, et je continue à le faire. Alors, dans l'atelier de lutherie, j'ai travaillé de 1986 à 1997 à peu près. Et donc, comme je vous disais, on réparait violon, alto, violoncelle et contrebasse. On ne fabriquait pas des instruments, c'était surtout de la réparation, vente d'accessoires et d'instruments. Le public était composé de directeurs d'écoles de musique, de musiciens amateurs et professionnels, d'élèves et de parents d'élèves. La majorité de ce public étaient des musiciens classiques, ou qui veulent jouer de la musique classique, on va dire. Il y avait un peu de musiciens folk, de jazz surtout pour la contrebasse, et très peu de rock. Sauf qu'à l'époque où il y a le renouveau du rockabilly, les joueurs de rock sont venus pour jouer de la contrebasse avec des cordes très lâches sur la contrebasse. Voilà. Donc le phénomène de mode peut être aussi une incitation à jouer une musique. Le rayonnement de l'atelier, la Haute-Normandie, région limitrophe, et le travail de luthier, passionnant. Donc on intervenait sur les instruments pour leur redonner vie, ou les remettre en état.
Alors, la remise en état se faisait aussi en fonction de la demande des clients, comme on dit. Et cela m'a permis de prendre conscience de la relation qui peut exister entre le musicien, son instrument et le luthier. Et de découvrir aussi le monde de la musique classique. Quand je dis musique classique, ce n'est pas la musique en tant que telle, c'est les acteurs de cette musique-là. Voici quelques observations que j'ai constatées. Le choix de l'instrument de musique. Le musicien vient pour choisir un instrument qui sonne bien. Mais pour le luthier, c'est quel budget vous avez? Ce n'est pas le son. Alors, le musicien accorde aussi une importance à l'aspect de son instrument, à la couleur. Pour des plus avertis, peut-être la forme, l'école où a été fabriqué le violon, l'école de lutherie. Hein. À cette époque, les musiciens folk volaient tous des violons anciens. Certains demandaient des violons folk aussi. On est quand même, dans les années 80, on est quand même quelques années après le mouvement folk, mais il y avait toujours cette demande de violons anciens, violons folk. Il faut savoir que la demande de violons anciens n'était pas spécifique à les gens de ce mouvement. C'était, pour beaucoup de musiciens, une demande de violons anciens parce qu'on pensait que ça sonnait mieux. L'ancienneté faisait la qualité, ce qui n'est pas vrai. Les musiciens folk aussi demandaient des conseils. Alors, en général, le luthier ne donne pas de conseils. Hein, parce que ça veut dire que s'il donne des conseils, ça fait moins de travail, ça peut venir aussi un concurrent. Donc ces musiciens essaient d'avoir des conseils pour réparer leur instrument, pour le bricoler. Et ça, c'était très important. Pour les musiciens actuels, par exemple que je connais en violon, les jeunes générations, si on peut dire, ils ont moins cette démarche-là. Ils peuvent choisir des violons qui ont un aspect neuf et sont moins enclins à bricoler leur instrument. Voilà. La valeur de l'instrument, c'est l'objet en tant que tel qui détermine sa valeur. C'est-à-dire que on regarde s'il a été fabriqué de manière artisanale ou manufacturée, les écoles, les codes du luthier, et aussi, chaque année, à la Sainte-Cécile, la réunion annuelle des luthiers, il peut y avoir discussion sur les cotations des instruments. Alors, je pourrais développer mais, sur le son, la valeur, mais on n'a pas trop de temps. L'univers de la musique, les mots. Très vite, je me suis aperçu que les musiciens qui déposaient leur instrument et parlaient des mots de leur instrument avaient besoin de parler de leur instrument, de la musique, de leur métier. Et donc, finalement, le luthier est le confident du musicien. Et j'ai découvert un autre décor de la musique, l'envers de la musique, un autre univers. À cette époque, par exemple, la grande majorité, ou c'était une pratique très courante, des professeurs avaient une vision pyramidale de l'enseignement de la musique. Une masse d'élèves pour former une élite. Ils prenaient peu en compte les élèves qui ne deviendraient pas. Et de plus, ils pestaient contre les élèves qui ne travaillaient pas, mais les gardaient pour avoir leur nombre d'heures. Il y avait aussi ce qu'on appelait des profs avec des attitudes particulières, qu'on nommait les tiroirs-caisses. Ceux-là, à chaque vente d'instruments, prenaient un pourcentage sur celui-ci. Pratique très courante à l'époque, mais heureusement qui a disparu actuellement. Dans les années 80, il y a eu augmentation des écoles de musique, du nombre d'élèves dans ma région. Et ce qui m'avait étonné, c'était que les communes rouges de ma région prenaient comme exemple pour l'enseignement la musique classique. 1 à 2 ans de solfège avant la pratique d'un instrument, alors que sur leur territoire, il y avait du rock, du jazz, des fanfares, des gens qui jouaient du musette. Mais non, ce n'était pas pris en compte. Je connais juste une seule exception. Et puis, il y avait aussi le problème des horaires aménagés. Alors, ce n'est pas un problème, les horaires aménagés. C'est-à-dire, il y a augmentation du nombre d'élèves, création d'horaires aménagés. Mais en discutant avec des profs, hein, c'est les discussions que j'ai eues avec ces personnes-là, c'est que une partie assez importante de ces élèves apprenaient une musique qu'ils n'écoutaient pas et qu'ils n'allaient pas voir écouter au concert. Il y avait un problème de contexte. Voilà. Après, ça a changé tout ça. Parce que dans les années 80, et ensuite, on a eu une nouvelle génération d'enseignants qui sont arrivés avec une autre conception de la relation à l'élève, une autre manière de procéder. Toutes ces observations m'ont amené à réfléchir et à me conforter dans une manière différente d'aborder la musique ou de l'enseigner.
Alors, je ne vais pas vous parler que maintenant je suis plus luthier, que je continue à faire de la lutherie, mais de toute manière, je pense que je suis revenu à mes sources où je fais de la lutherie bricolée, je monte des ateliers de lutherie en projet d'insertion, en collège, etc. Voilà. Quelques mots sur ma partie enseignement de musique traditionnelle dans une association de musique traditionnelle. Alors, c'est une association en Haute-Normandie. Pour situer en quelques mots, les adhérents de cette association, ils sont 150. Ils viennent de plus de 60 communes de Haute-Normandie. Certains font 90 km aller pour venir prendre des cours. Alors, il y a des cours et des ateliers. On a gardé dans notre énoncé atelier et cours. Atelier, c'est référence aux années 70, mouvement folk, où on a du mal à nommer tout cours. C'est comme je parle souvent, des fois j'ai du mal à parler d'élèves, je parle de pratiquants au cours ou d'adhérents à l'association. C'est les relents de mon expérience et de mon aventure. Et je sais qu'à l'association, il y a encore quelques années, il y avait des personnes qui refusaient de monter sur scène, par exemple, qui étaient liées à l'époque du mouvement folk. On a des professeurs qui sont bénévoles et d'autres salariés. Pareil, les bénévoles ne souhaitent pas, ne veulent pas être rétribués. Lié aussi à l'histoire pour certains du mouvement folk. Je vais vous parler de mes cours de violon. Alors j'enseigne depuis 1992 dans une association, le violon. Le public actuel, je parle actuellement, est une vingtaine d'élèves, majoritairement moins de 35 ans, majoritairement des femmes, alors que dans les années 70, les joueurs de violon dans ma région, c'était principalement des hommes. Il y avait bien des femmes, mais la majorité, c'était des hommes. Donc, voilà. Le répertoire à aborder, c'est musique de Normandie, d'autres régions de France, et ce qu'on appelle la musique d'animation, comme le cirque circassien, mais pas avec la musique de Star Wars, mais bon, voilà. Ce que j'ai remarqué depuis plusieurs années sur ces jeunes générations qui prennent des cours de violon, c'est la difficulté à accorder leur instrument et à changer les cordes. Ça se fait pas. Nous, à l'époque, on fonçait, on y allait. Là, ça met du temps. Alors, j'ai commencé à faire une petite enquête sur pourquoi ces personnes viennent faire du violon. Certains ont vécu dans un environnement familial qui ont connu le mouvement folk, d'autres, c'est par le biais du bal, ou par le biais d'amis, et d'autres viennent parce qu'ils ont vu le mot violon, ils veulent prendre des cours de violon. Certains ont fait de la musique classique avant, guitare, piano, violon. Voilà un peu pour situer un peu le public. 2 minutes ? 1 minute. Pour finir, je vais vous parler de mes interventions dans les conservatoires. Depuis 2000, j'interviens au CFNM de Normandie, ça je vais pas l'évoquer aujourd'hui, et dans les conservatoires, on me demande de travailler sur des projets. Moi, j'interviens pour monter un projet, et vous savez que dans les conservatoires, il y a des projets avec des compositeurs, des musiciens qui viennent pour travailler avec des élèves et des professeurs. Et suite à la demande de Jean-Jacques d'intervenir aujourd'hui, je me suis posé la question, pourquoi cette demande d'un conservatoire où il n'existe pas de cours de musique traditionnelle ? Ils n'abordent pas du tout la musique traditionnelle. Parfois, certains, ils ont un atelier folk, comme ils disent, qui aborde musique de l'Est, musique cubaine, voilà. Pourquoi depuis 2000, ça fait 15 ans que j'interviens dans ces lieux pour aborder la musique traditionnelle avec l'oralité, la relation musique et danse, et aussi le décloisonnement. Je propose souvent qu'entre les cours de formation musicale, les danseurs, les musiciens, éventuellement les écoles primaires qui sont en relation avec ce conservatoire, les musiciens amateurs du secteur, les parents d'élèves puissent participer au projet. Alors, j'ai questionné certains profs et directeurs pour pouvoir alimenter un peu mon intervention aujourd'hui. Alors, j'ai pas beaucoup de réponses, mais j'en ai quand même de 2 directeurs et 2 profs. De pourquoi je suis venu. Alors, j'ai pas vraiment la réponse. Moi, quand je vais dans ces lieux-là, je viens pas pour apporter quelque chose, je viens pas pour révolutionner un établissement, je viens pour travailler en collaboration, en complémentarité avec ces structures. Et je peux dire que certains directeurs, maintenant, ils m'ont dit qu'ils ont fait appel à moi, c'était pour essayer de modifier des manières d'enseigner. Je connais une directrice qui a suivi mes cours de violon et qui avait fait appel pour faire du travail collectif, etc. Parce qu'ils avaient des problèmes de public, des gens qui arrêtaient la musique, qui avaient des difficultés à jouer en groupe, etc. Et elle avait fait appel
à ma présence pour faire une journée de formation, de rencontre avec des profs et des élèves. Voilà. Elle n'a jamais réussi ensuite à mettre ça en place. Deuxième type de réaction, les projets se passent toujours bien pour l'instant. Les enseignants très contents, voilà, tout se passe bien, ça laisse une empreinte sur les élèves, les profs, super. Troisième réaction, c'est une réflexion suite à mon intervention sur le décloisonnement, par exemple, hein, de mélanger des publics différents, conservatoire hors conservatoire, par exemple, de donner plus d'autonomie à des élèves. Là, un prof, c'est pas un mauvais prof, c'est un prof qui fait très bien son travail, qui a une relation très, très forte avec ses élèves, c'est un établissement très intéressant, il y a une bonne équipe et tout, mais ce que j'ai fait avec eux a amené à modifier certaines choses. Création, par exemple, dans un conservatoire, j'ai fait un décloisonnement, j'avais fait ouvrir la salle de danse, et on avait fait les formations musicales, les danseurs, les musiciens, on avait tous participé à des préparations de bal, par exemple. Et les parents d'élèves pouvaient venir, choses comme ça. Voilà un peu, en quelques mots, mes expériences. Voilà. Je suis vraiment désolé, j'ai un rôle déplaisant, celui de mesurer le temps. Je pense qu'effectivement, sur ces modifications des pratiques dont vous avez témoigné, il sera probablement question dans les débats qu'on aura tout à l'heure. Je passe la parole à Jacques Baudouin, musicien de Gascogne et également formateur et collecteur. Il y a quelqu'un? Vous m'entendez là? Ok. Bon. Donc, j'ai entendu beaucoup de choses intéressantes jusqu'à maintenant et je me suis senti très très concerné. J'ai bien envie de dire que vous avez entendu des gens qui chassaient l'ours, vous avez entendu des gens qui avaient vu l'homme, qui avait vu l'homme, qui avait vu l'ours. J'ai le plaisir de vous montrer l'ours. Voilà. Je suis désolé. Voilà. Alors pourquoi? Voilà, c'est un parcours qui va du folk. Le folk, c'est Quincampoix avec 38% de matière bluegrass. Et puis en fond, une photo d'Arnaudin. J'ai fait le chemin en sens inverse. C'est-à-dire que je suis parti des 38%. Je n'ai pas fait trop de bluegrass quand même. J'ai réussi à éviter ce piège-là. Voilà. Et puis j'ai fini sur Arnaudin. C'est-à-dire que je suis un ours qui descend dans le temps progressivement, qui s'enfonce. J'ai entendu beaucoup de choses qui me permettent d'aller très vite sur la période folk, donc post-68, imprégné par un esprit de partage, d'humanisme. C'est des mots que j'ai déjà entendus, donc ils me conviennent très très bien. Donc, le courant musique pour moi, j'allais oublier de dire surtout, j'ai un point de vue qui est partiel. Je vois les choses d'ici, c'est ma propre expérience, c'est ce que j'ai déduit, sans doute faussement, mais de mon point de vue vers ce que je pouvais déduire, et c'est un point de vue partiel. Voilà, donc j'assume tout à fait tout ce que je dis, il n'y a pas de souci. D'autre part, si je fais l'erreur à un moment donné, quel qu'il soit, de prononcer le mot Landes, surtout ne pensez pas au département. Les Landes, pour moi, c'est les trois quarts de l'Aquitaine, un domaine qui... en gros, c'est celui des échasses à l'ancienne, qui va quasiment de Bayonne jusqu'en haut du bec d'Ambès, vers Bordeaux. Voilà, donc Landes, traduisez immédiatement les Landes de Gascogne avec un tout petit L, il n'y a pas de problème. Donc, on va commencer le voyage. Alors, ce voyage... coucou. Ah, ça y est, il faut mettre... Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, on m'a averti. Non, mais arrête. Touche pas les trucs. C'est mon neveu, hein, mais... Vas-y, toi. Mais j'en sais rien. C'est quoi, ça va dans quel sens? J'en sais rien, mais ça devait marcher. Attends, stop. Ah, les revues folk. Voilà, donc on m'avait dit qu'on parlerait de transmission, donc j'ai cherché comment ça s'était passé sur le plan de la transmission. On a vu arriver, à partir donc des années 70, enfin pour moi, j'avais un problème musical. J'adorais la musique, j'avais envie de jouer de la musique. L'ennui, c'est que j'avais en face de moi des problèmes de modèle. Il y avait le modèle dont on a un petit peu parlé, c'est-à-dire que pour pratiquer un instrument de musique, il fallait au bas mot 2 ans de solfège. J'ai fait ça aux environs de 5 ans, j'ai tenu 1 an et demi. Là, j'ai dit, si vous voulez que j'apprenne le piano, on arrête le solfège.
La prof qui n'était pas idiote, effectivement, elle avait elle aussi besoin de travailler. Donc elle a dit non, mais ça va, attends, c'était un solfège avec des petits oiseaux, c'était très mignon, mais c'était pas mon truc. Donc voilà. Et donc j'ai appris le piano un peu jusqu'à l'âge de 12 ans. Là j'ai dit non, ça suffit, c'est bon, on arrête. J'avais trop de devoirs. Je foutais rien en fait, mais j'avais trop de devoirs. Donc mes parents ils ont compris qu'il y avait un problème de devoirs. Et voilà. Et après, ça m'a repris. Alors, avec la guitare, avec le rock, tout ça, mais c'était pas ma musique. Et j'ai eu la chance de passer par un disque fabuleux qui est celui de Graham Allred, où j'ai entendu un gars qui faisait des trucs extraordinaires avec un instrument dont j'ignorais totalement l'existence. Et ça m'a lancé dans le bain de la musique folk. Alors, le monde folk, en fait, a été très très malin dès le départ parce qu'il a su s'organiser. Alors, de façon plus ou moins concertée, je n'en sais rien, je n'étais pas à Paris. Je fais gaffe à ce qu'il faut toucher, voilà. Donc, vous avez eu à l'époque beaucoup de revues. Alors, l'intérêt des revues, c'était qu'elles drainaient un grand nombre de connaissances. Alors, aujourd'hui, ça serait très ridicule, mais enfin, c'était, parler de collectage, ils parlaient de tout un tas de trucs. Ils apportaient quelque chose qui était nouveau, c'est-à-dire refusant le solfège. D'un seul coup, j'ai découvert les tablatures. Alors, pour qui réfléchit 30 secondes, solfège et tablature, quelque part, c'est quand même, il y a un voisinage assez important, mais qu'importe. Pour moi, déjà, ce n'était pas le solfège. Il y avait un refus viscéral du solfège. Je n'avais trop fait sans doute. Donc voilà. Après, de l'autre côté, d'un point de vue musical, c'était l'époque de Trenet, Brel, Montand, Piaf. Je ne m'y reconnaissais pas du tout. Donc Graham Allred a été une grande expérience. Et là, je me suis enfoncé avec délice dans cette musique. Ces revues contenaient entre autres chaque fois, il m'a fait... elle m'a dit avec 4 doigts. Je mets 4 doigts, ça ne marche pas. C'est celui-là. Je me trompe de bouton. Allez, hop, allez. Ah là, il ne veut plus. Hein. Ah oui, c'est ça, il faut redonner la main. Ouais, je sais pas. Ah oui, il faut que c'est quelqu'un pour... Tiens. Voilà, donc vous aviez tout un tas d'informations. La tradition enfantine en 1987. Il me reste 5 minutes, d'accord, il faut que j'aille très vite. Donc vous avez des tablatures de mandoline, le reel du cultivateur, donc on était vraiment dans un modèle anglo-saxon. Donc, je fais gaffe. Oui, c'est ça. Les disques folk. Alors là, je vous renvoie directement à quelque chose de très très important, qui a été la collection spéciale instrumentale, avec tous les instruments, et qui avait une vision pédagogique de transmission, vraiment, alors à partir de tablatures, bien entendu, avec toutes les tablatures. Vous voyez dans le coin Mick Larry avec tablature en haut. C'était vraiment le produit d'appel. C'était la façon d'avoir accès à la musique traditionnelle. Voilà, donc je me dépêche puisqu'il reste peu de temps. Je sais plus qu'après, mais je ne vais pas tarder à trouver. Ah oui, et ben voilà. Donc à l'intérieur, dans les sortes de livrets, sous la couverture, vous aviez tout un tas de partitions, d'indications, peu de partitions. Oui, alors vous avez, en haut, vous avez Old Country Rock, Old Country Rock. Dessous, vous avez la partie tablature et dessus, vous avez la partie solfège, si vous voulez. Tu t'en souviens? Tu t'en souviens pas? Du tout, non, de cet air All Country Rock. Je l'ai joué pour son baptême dans l'église. Il était petit. Il était petit. J'aurais mieux fait de lui jouer en rondo, ça lui aurait évité des errements successifs ultérieurs, mais bon, c'est comme ça. Festival et partage. Donc, il y avait des festivals folk. Là, je suis en train de jouer au milieu. C'était ça, il y en a qui en ont parlé. C'était ça ce qui se passait. On rencontrait des gens, humanisme, partage, tout le monde est frère. Donc, il y avait des gens qui jouaient, j'y allais, je jouais mal, c'était pas grave, tout le monde était content. Et puis, voilà, je rentre plus dans le jean, il faut dire. Bon, donc... Le collectage. Donc, on se réfugie après dans le collectage. Alors, bon, je ne me suis pas du tout retrouvé dans la notion de gourou. Par contre, dans la notion de modèle, oui. On avait... Oui, alors, quand même, le passage en fait, de l'état de folkeux à l'état de musicien trad s'est fait en 2-3 ans. C'était quelque chose d'extrêmement rapide. Je ne le développerai pas puisque il me reste 3 minutes, mais ça a été très très rapide.
Et ne fais pas des 2 minutes. C'était très très rapide. Donc besoin de répertoire, besoin de tout un tas de modèles, besoin de beaucoup de choses. Donc on a été voir des vieux. Voilà. Et moi j'ai cherché du répertoire. Donc je jouais à l'époque, je ne sais plus, je devais jouer un peu plutôt du violon, plutôt de la vielle un petit peu, enfin des trucs comme ça. Mais alors j'étais très gourmand, je prenais n'importe quoi. Donc vous aviez des joueurs d'accordéon. Voilà, Monsieur Seguette, sabre. Là, j'avais été voir un joueur de violon. Alors là, d'un seul coup, il me sort des tricanettes. Et il joue des tricanettes, l'air ravi, il était très content. Donc je me suis dit quand même que le monde des musiciens traditionnels était peut-être un petit peu plus compliqué que ce que j'avais cru comprendre. C'est-à-dire il y avait des cases avec marqué « vieux musicien ». Et puis voilà, on tire la case, il sort, il joue, on referme la case et c'est fini. Hop, je me suis dit, c'est peut-être pas fini. Heureusement, il jouait quand même aussi du violon. Voilà, là c'est M. Moura Mimizan, il jouait de l'accordéon. Là, je vais voir quelqu'un pour me renseigner sur un musicien et puis il me sort une carina. Bon, ben voilà, je suis tombé dessus, j'étais très content. En fait, c'est un joueur de pifre, hein, il disait ça comme ça, je ne vous dirai pas pourquoi. Et là, j'ai allé voir un joueur de violon, il jouait réellement du violon et du jambon, on le voit dessus. Voilà. Donc, alors ensuite est venue une période où on s'est organisé autour des connaissances et on a monté des associations. Donc ça a été la succession de mise en place. Ici, c'était Ménestre et Gascou. J'ai bien aimé l'intervention sur la notion de culture populaire parce qu'effectivement, il y a une association qui existe toujours, de l'Association pour la culture populaire dans les Landes. Il y en a une dans la Genée qui sont complètement de ces dynamiques, à la fois folk, successivement, trad, etc. Voilà, donc, et ils mettaient en place des stages. Alors voilà un exemple de stage. Toujours la référence aux vieux musiciens, donc c'était bien d'aller voir, d'avoir dans le stage un vieux musicien. Là, vous avez Michel Richvendi avec Alexis Cap, qui est vraiment une des références de la vielle dans les Landes. Landes, vous traduisez. Non, non. Là, vous avez Lauterme Bru, donc un musicien en train d'apprendre. Là, vous avez Cachetoun. Tais-toi. Non, mais je te file une minute sur mon intervention. Tais-toi. Ah, il me file une minute sur son intervention. Il ne sait pas quoi dire. Je lui ai pété son truc avec le... Alors donc, Cachetoun, avec un jeune musicien en face un peu blond. Vous le reconnaîtrez peut-être demain. Ensuite, Cachetoun toujours avec un autre musicien. Alors là, à l'époque, les cours de boue étaient principalement des cours de fabrication d'anches. Parce qu'ils partaient des principes qu'il fallait faire à ses anches, alors que nous, on voulait faire de la musique. Donc, bon, petit problème. Voilà. Ensuite, là, c'est un stage, mais c'est le dimanche matin. Là, c'est pas le samedi. Là, vous avez le samedi. Voilà, la différence est facile. Dimanche matin. Voilà. Entre-temps, il y a eu un bal. Documents associatifs, très important. On a mis en place de documents associatifs, l'invention, donc qui permettent de diffuser du répertoire, de la connaissance, dans les Sao-Bernès de la Ribère, Cadeuil Traîne, Tadance à la Gascogne, etc., etc. Je vais vite parce qu'il me reste juste 10 minutes. Ensuite, les fêtes et les rencontres. Non, il faut conclure. Voilà, genre, je conclus. Donc, je conclus. Voilà, vous avez ça. Et ensuite, voilà, je finis là-dessus, ça tombe vachement bien. Voilà. Pour moi, et là, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le musicien traditionnel, c'est ça. Là, vous avez Henri Daubat qui mène le rondeau en jouant du violon. Voilà. Et ça ne peut pas être autre chose. Il n'y a pas de savoir avec des danses, je ne sais pas quoi, là, des cercles circassiens. C'est le rondeau avec Henri Daubat. Voilà, ça c'est encore mon monde à moi. Il le reste comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Je passe la parole à Pascal Caumont. Je ne prends pas le temps de le présenter, il va le faire lui-même. N'importe. Moi, je vais surtout parler du conservatoire de Tarbes, puisque je travaille là-bas, et c'est le sujet qu'on a défini donc avec Jean-Jacques Castéré, que je remercie pour son invitation. Donc en 2004, octobre 2004, a été créé le département de musique traditionnelle au conservatoire de Tarbes, donc à 40 km d'ici, dans un autre département et dans une autre région administrative. Le projet a été validé tout de suite par les 3 collectivités locales, l'agglomération, le département et la région, en lien aussi avec la DRAC et le centre, le Conservatoire Occitan, devenu depuis le Centre des musiques et danses en région. Tout de suite, ce que les élus ont validé, c'était le fait que ce département de musique traditionnelle, et je rentre tout de suite, il me semble, dans le sujet, parce que donc, on a évoqué les politiques de Maurice Fleuret,
etc. depuis 1981. Le tableau a été brossé très clairement par Françoise Été. Donc le département de musique traditionnelle a été créé donc en les murs, dans le conservatoire, et aussi hors les murs. Donc je vais préciser un petit peu les choses. L'un des buts, l'un des axes du travail était, et toujours d'ailleurs, de valoriser la pratique vocale polyphonique de tradition orale en Bigorre, en la connectant avec d'autres aires culturelles où se pratiquent des polyphonies de tradition orale également. Ça veut dire d'autres aires pyrénéennes, le Béarn, le Pays Basque, la Catalogne, l'Aragon un petit peu, mais au-delà, pardon, l'Italie, la Sardaigne, la Corse et d'autres pays, d'autres cultures d'Europe du Sud. Ce qui voulait dire qu'en interne, il fallait, à plusieurs, avec les étudiants, avec des chercheurs associés, recenser, identifier les éléments du langage musical, du système musical, pardon, et aussi, et bien sûr, ça nous tient vraiment à cœur, d'identifier et peut-être d'agir aussi sur les pratiques sociales. Le travail s'est fait en lien, donc, comme je disais, avec le Conservatoire occitan, également avec le Conseil général, et en partie aussi avec l'INOC au début, et aboutit notamment à des collectages, à certaines publications, dont la dernière en date de 2014, décembre 2014, sur des collectages qui ont été effectués entre 1956 et 1962. Et donc ce travail en interne de, en quelque sorte, regarder de très près la matière locale, s'est fait aussi avec des rencontres en essayant d'ouvrir l'horizon et de voir ce qui se passait ailleurs. Ça voulait dire donc des rencontres avec des praticiens, des chanteuses. Je mets l'accent aussi là-dessus. La pratique polyphonique se fait également au féminin, des chanteuses et des chanteurs d'autres pays. En interne, le travail a été aussi donc, de former au sein du conservatoire des adultes, des adolescents et des enfants. Les actions de transmission se sont faites dès le départ et se font toujours à l'intérieur du conservatoire vers les classes d'aménagement d'horaire et les classes CHAM, ça veut dire entre 6 ans et 15 ans, pour aller vite. Ensuite, auprès du public d'adultes amateurs, de professionnels aussi, d'intermittents par exemple, ou d'adultes en voie de professionnalisation. Et au sein du conservatoire également, à destination d'autres départements de l'établissement, le département de culture musicale, FM, les départements de pratique instrumentale. Et au dehors aussi des actions en direction de l'éducation nationale des milieux scolaires. Alors, au fil des ans, petit à petit, donc, le tissu s'est épaissi, les partenariats également. Donc, un enseignement partagé, un partenariat s'est développé ici avec le Conservatoire de Pau, avec nos collègues ici à Pau, dont Lucie qui est là, et que je remercie toujours pour son énergie active. Partenariat également avec les associations locales de pratique vocale ou instrumentale, également avec l'Université de Toulouse, qui nous envoie maintenant des étudiants qui se destinent à passer le DUMI ou le DE de musique traditionnelle pour être d'une part en formation, mais aussi et surtout en immersion. Je pense que les images qu'a montré Jacques Baudouin en témoignent aussi, c'est important d'être dans la sueur et dans l'activité. Ça veut dire que les partenariats se sont faits aussi avec certains cafés, puisque le café, c'est aussi un des lieux de la pratique vocale traditionnelle ici, ce qui ne veut pas dire qu'on passe d'une pratique qui valorise l'élitisme à une pratique qui valorise l'éthylisme. Loin de là. C'est pour rebondir à un colloque qu'on avait fait à Tarbes il y a quelques années. C'était une petite private joke pour Jacques. Voilà, jusqu'à la proposition faite par la mairie de Tarbes en 2010 de créer un festival pour valoriser et pour socialiser dans la ville et l'agglomération cette pratique vocale. Donc rapidement, pour aller vite, je vais essayer de ne pas dépasser mes 10 minutes. En 2015, donc cette année, 12 000 personnes ont assisté à ce festival de chant traditionnel, dont 2400 enfants et adolescents qui sont venus, pas pour écouter, mais pour pratiquer. Ça veut dire pour faire du chant dansé, avec un répertoire qu'ils ont appris tout au long de l'année par des interventions en milieu scolaire. Les instituts sont également formés par les conseillers pédagogiques en langue et culture occitane, avec lesquels on définit un répertoire de chant dansé. Ça veut dire qu'on chante et on danse,
Merci pour les 4 minutes, je vérifie. Je vais essayer d'arriver au point d'orgue. Et je me suis perdu sur la base aussi d'un travail qu'on développe au sein du conservatoire de la langue maternelle musicale. Pour ceux qui connaissent un petit peu les pédagogies d'Europe de l'Est ou la pédagogie Kodail, l'idée c'est de donner aux enfants du département des Hautes-Pyrénées, et les enfants aussi du conservatoire, un gros corpus de chansons en occitan, en français et d'autres cultures périphériques. Et à partir de là, les autres professeurs du conservatoire, profs d'instruments, trad, jazz, classique, les professeurs de culture musicale ou de pratique collective, se saisissent de ce corpus et abordent la musique, enseignent la musique sur cette base des musiques transmises oralement par le chant dansé. Voilà, tout ça, bien sûr, se fait en lien, donc, comme je disais, avec l'inspection d'académie. Mais tout cela, pourquoi? En fait, pourquoi faire tout ça? Enfin, est-ce que c'est beaucoup d'ailleurs? Je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est créé depuis 2004. La dynamique est lancée et on est plusieurs donc maintenant à travailler dans ce sens-là. Je me rappelle que quand j'étais en formation au CA, Jean-Pierre Estival était venu au conservatoire de Limoges où nous étions en formation plusieurs fois. C'était toujours très intéressant et je remercie à nouveau Françoise. Et il avait bien montré que l'entrée des musiques traditionnelles en conservatoire avait pour objectif de garantir la pérennité de leur pratique en France et en lien avec le milieu associatif. Et également souligner la contribution qu'elles apportent aussi à la cohésion sociale. Alors finalement, à force de réfléchir, de rencontrer des praticiens à droite et à gauche, ici dans les Pyrénées, puis au-delà, on s'est rendu compte, finalement, on se dit que les musiques traditionnelles, c'est vachement bien parce que ça nous permet de répondre à l'équation 1 plus 1 égale 3. Et c'est notamment Jean-Loup Fricker, un des grands chanteurs béarnais que j'ai vu passer tout à l'heure, qui a montré que ce qui était important, c'était de faire sonner la voix de l'autre quand on chante avec quelqu'un. Donc cette problématique est là. C'est, comme on dit en Grèce, une joie partagée n'est pas une demi-joie. Je pense aussi qu'une musique partagée n'est pas une demi-musique. Mais il ne s'agit pas de sanctuariser nos musiques traditionnelles, mais à la vieille source, de boire l'eau toujours fraîche et renouvelée. Je m'inspire d'un poète basque qui s'appelle Josean Artze. La question n'est pas seulement qu'est-ce que les musiques traditionnelles apportent aux individus, mais aussi, je crois, en tout cas j'essaie de me la poser aussi comme ça, qu'est-ce que chacun, par son énergie, par son corps, par ses vibrations, par sa voix, qu'est-ce que chacun apporte aux musiques traditionnelles? C'est, je pense, une matière vivante à remodeler constamment. C'est aussi le sens de, quand j'écoute les collectages, les vieux collectages, les très très vieux, ceux qui sentent la sueur, la fumée de la cheminée, c'est ce que j'entends, ce que je crois entendre, peut-être ce que je projette aussi. En tout cas, c'est ce qui m'anime et c'est ce que les étudiants aussi viennent chercher. Boire cette source qui fait que ça va pouvoir être adapté constamment. Et Bartók et Brailoiu avaient aussi parlé de ça, de cet instinct de variation qui était si important pour ces musiques transmises oralement. Et effectivement, quand on relit les conventions du PCI, c'est aussi ce que l'on voit, c'est que ces pratiques sont appelées à être recréées et pas forcément à être seulement sanctuarisées. On parle par exemple du PCI comme quelque chose de traditionnel, de contemporain et de vivant à la fois. En tout cas, quand on se promène à la surface du globe, on voit par exemple, je ne vais pas parler de toutes les cultures, mais rapidement, c'est le travail que montre Rosalia Martinez, ethnomusicologue chilienne qui est basée à Paris, c'est que dans les Andes, dans les hautes communautés, une génération qui ne crée pas de nouvelles musiques est une génération foutue. Ça veut dire que leur musique est absente, il y a comme un trou. Chaque génération doit créer un nouveau répertoire et c'est ça qui fait que ça vit. Donc je remercie l'INOC et le CIRIEF de s'être saisis de cette question, de cette problématique de la transmission, parce qu'il me semble que c'est très important en tant que courroie de transmission pour comprendre et pour agir sur la pratique sociale et la socialisation de nos musiques traditionnelles. Merci Spla.
Pascal Comon a parlé de l'école du conservatoire de Tarbes, mais ne s'est pas présenté. Il est professeur certifié de musique traditionnelle, donc au conservatoire de Tarbes. Et puis je donne maintenant la parole à Romain Baudouin, musicien et enseignant au CFEDEM de Bordeaux-Aquitaine. Mais Adichat à tous. Alors moi, j'avais pas vraiment compris qu'on devait prendre la parole. Jean-Jacques m'avait pas vraiment dit que c'était un exposé à faire, donc j'ai pas prévu un exposé très construit. Je vais juste rebondir un peu sur ce que j'ai entendu à travers ma propre expérience, qui finalement traverse un peu tout ça. Puisque au départ, je me suis intéressé à ces musiques-là assez tard, plutôt vers l'âge de 20 ans, mais j'ai baigné dedans malgré moi, familialement, on va dire, sans en avoir vraiment conscience, ni pour ni contre, bien au contraire, c'était un peu ça. J'avais pas d'avis en fait là-dessus, et il m'a fallu en fait des intermédiaires extérieurs pour me rendre compte un peu des éléments qui m'entouraient et éventuellement que je pouvais faire un lien avec ma propre pratique. Moi, j'étais plutôt dans le métal, le rock, etc. Et il a fallu que j'aille à un concert de Page et Plant, donc de Led Zeppelin, qui avait sorti un album qui s'appelait No Quarter et qui a commencé. Donc, on était avec tous les potes, on allait voir. Pour nous, Led Zeppelin, qui était un des groupes fondateurs du hard rock et qu'on n'avait pas pu voir dans les années 70 parce qu'on n'était pas nés. Et on allait voir du rock en fait, parce que l'album No Quarter n'était pas sorti en France, et donc on ne savait pas du tout ce qu'on allait écouter. En fait, on est tombé sur un mélange ethnique assez vaste, et notamment, il y avait un joueur de vieille qui s'appelle Nigel Eaton qui a commencé le concert pendant 20 minutes. Et en fait, on s'est retrouvés, on était, je sais pas, 5 ou 6 000 dans cette salle là, à attendre, et il commence, il joue de la vieille à roue. Et je vois tout le monde autour de moi complètement épaté, mais c'est quoi cet instrument, c'est dément, c'est génial et tout. Et moi j'en avais sur le lit de mes parents depuis que j'étais né en fait. Parce qu'on avait une toute petite maison, il n'y avait pas d'endroit pour ranger les instruments, donc c'était un peu partout. Et les vielles étaient sur le lit. Et si on voulait regarder la télé, il fallait prendre les vielles, les mettre sur le fauteuil, pour pouvoir se mettre sur le lit, pour pouvoir regarder la télé. Donc en fait j'en ai manipulé toute mon enfance des vielles, 2-3 fois par jour, mais sans jamais tourner la manivelle. Voilà. Et en fait ce moment-là m'a fait prendre conscience déjà que mes potes autour ne savaient pas ce que c'était. Qu'ils n'avaient aucune idée, et ça m'a fait prendre conscience que moi je savais ce que c'était, mais que là je trouvais dans ce cadre-là complètement hallucinant et incroyable et magnifique, parce que c'était Page et Plant, c'était dément, alors que chez moi, mon père et mon oncle en jouaient, même ma tante et parfois ma mère, et je trouvais ça tout à fait banal en fait, et pas extraordinaire. Donc voilà, donc c'est juste pour dire qu'il faut parfois des éléments extérieurs, des choses qui vous bousculent, qui ne sont pas forcément rationnelles, et qui sont des fois pas du tout dans un parcours classique d'apprentissage. Il faut que l'instrument vous choisisse, ou la culture vous choisisse, et que vous l'acceptiez, donc c'est ça. Donc en fait, je me suis juste noté deux, trois mots en fait, sur lesquels je voudrais rebondir rapidement. C'est appropriation, motivation et trahison. Donc l'appropriation, c'est un petit peu ce que je commence à vous raconter, c'est-à-dire qu'à partir de là, moi je suis tombé complètement amoureux de cet instrument, et par cet instrument-là, j'ai accroché la culture qui allait avec, la culture locale, et j'ai commencé à me rendre compte en fait qu'il y avait plein de choses autour de moi, que j'étais pas du tout conscient de ça. Et c'était une époque où j'étais à la fac, donc j'avais du temps, un peu de temps. Et du coup, j'ai commencé à travailler vraiment beaucoup de mon côté. Et en fait, 1 an et demi plus tard, je suis rentré au CFEDEM de Poitiers à l'époque, en 2001. Donc j'étais complètement, on va dire, espèce d'autodidacte, pas vraiment autodidacte, parce que j'avais malgré moi subi pas mal de choses. Et je vais dire autodidacte parce que j'ai appris tout seul, mais en même temps, pas vraiment, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont remontées en moi et j'ai gagné beaucoup de temps. Pas pour la technique instrumentale, parce que la technique instrumentale, c'est quelque chose de mécanique, en fait. Il faut, si vous avez du temps, comme moi j'en avais à l'époque, vous passez 6 heures par jour sur votre vielle, en 1 an, vous rattrapez du temps. Vraiment, si vous vous accrochez, que vous êtes concentré, organisé, ce que j'étais. Mais plus je parle des choses qui sont difficiles à capter et qui rejoignent complètement la difficulté de l'enseignement de ces musiques, c'est-à-dire je veux dire le style, la culture en général, c'est-à-dire c'est ça en fait qui est difficile à évaluer et à transmettre. Donc du coup le style en tout cas que moi j'avais en moi et qui est ressorti tout de suite, c'était le style de tradition revivaliste. C'est-à-dire espèce de musicien traditionnel de l'oralité, mais ma culture à moi c'était le revival, puisqu'en fait j'ai grandi dans ces balles avec mes parents et ma famille.
Donc c'est ça tout de suite qui est arrivé, quoi. Et lié aussi au mouvement régionaliste, puisque tout à l'heure t'en parlais, mais c'est vrai que c'est peut-être moins le cas maintenant, mais à l'époque, alors je dis à l'époque comme si j'étais hyper âgé, mais c'est vrai, parce que c'était il y a 18 ans maintenant, quelque chose comme ça. On était aussi militants de la langue, quoi, de la culture, on l'est toujours, mais c'était très très important. C'est-à-dire que je sais que dans le milieu professionnel, moi, une des choses qui m'a fait apprendre l'occitan, hormis le fait que je l'ai appris par l'intermédiaire de l'école ou de la fac, c'est notamment le fait que dans le travail, les musiciens ici parlent cette langue. Et du coup, ça devenait une langue de travail, en fait, on travaillait avec cette langue. Donc du coup, c'était lié complètement. Et donc voilà, j'ai passé mon diplôme d'État, j'ai eu mon diplôme d'État, et derrière, au lieu de prendre un poste d'enseignant, à l'époque, j'avais la possibilité éventuellement d'aller dans les Landes. Et en fait, j'avais quasiment pas joué, puisque j'avais, on va dire, sorti du CFEDEM, j'avais 3 ans et demi de Yale, donc c'était assez court. Alors pour le coup, je suis d'accord que forcément un enseignant, un bon artiste n'est pas forcément un bon enseignant. Mais en tout cas, de ce que j'en sais, moi, notamment pour la motivation des élèves, c'est pas mal quand l'enseignant a aussi une activité artistique, en tout cas. Parce que, justement, cette histoire de motivation, à l'époque au CFEDEM, donc j'avais Jean-Jacques Decreux, justement. Il y a beaucoup de gens qui m'ont eu, en fait, que j'ai eu en formation, Françoise, Xavier, enfin, il y en a plein, que j'ai eu. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui m'ont donné de la motivation, qui m'ont donné vachement de motivation. Et on avait un gars qui s'appelait Jacques André, je vous engage à lire ses bouquins, où on l'avait en, je sais plus en quoi c'était, quel type de matière, mais c'était un truc sur l'éducation. Et en fait, lui, c'était la motivation. Il parlait que de ça. Il disait, si vous arrivez à motiver quelqu'un, il fera tout. Voilà, il fera tout. Et moi, en fait, c'est ça. J'ai toujours trouvé de la motivation, un intérêt, et j'ai avancé comme ça, progressivement, jusqu'à en faire mon métier, parce que maintenant, ça fait depuis 2001 que je suis intermittent du spectacle, mais j'ai quand même gardé une part dans la pédagogie, à plusieurs niveaux. J'ai enseigné dans des associations, j'ai enseigné aussi j'ai également été responsable d'une petite école de musique, et après, j'ai toujours continué à enseigner dans les CFEDEM. Du coup, j'étais notamment le lien entre les musiques actuelles, les musiques trad et l'oralité en général, donc c'est ce que je continue à faire. Mais c'est un enseignement particulier parce qu'en fait, les élèves que j'ai en face de moi sont déjà motivés. Alors, ce que je trouve le plus dur, et ce que moi, personnellement, j'arrive pas à faire parce que je fais pas assez d'enseignement, c'est enseigner à des gens qui n'ont pas de motivation. Et notamment dans nos pratiques à nous, où on est en face de gens qui sont souvent acculturés, déracinés. Ils viennent jouer de la cornemuse parce qu'ils ont vu Triane. Ils arrivent ici, on leur propose de la cornemuse des Landes. Ils ne peuvent pas jouer du Triane, ils ne savent pas trop, ça ne les intéresse pas trop. Ou alors un gamin qui est hyper motivé, qui parle occitan par exemple, et vous lui apprenez à jouer des rondeaux, mais il ne va pas dans les balles folk, il ne va pas dans les balles trad. En fait, ces musiques-là, les musiques de l'oralité, parce qu'on parle depuis le début des musiques traditionnelles, parce que ça nous concerne, mais moi, pour être un peu transversal aussi à ce niveau-là, entre les musiques improvisées, le jazz, les musiques actuelles que je connais bien, les musiques improvisées, en fait, le problème de l'oralité, c'est que si la culture n'est pas là, il n'y a aucune chance que les gens y arrivent. Quelqu'un qui voudrait jouer du métal et qui n'en écoute pas chez lui, qui ne va jamais voir un concert et qui n'a pas d'intérêt pour cette musique, je ne vois pas comment il peut arriver à en jouer. Donc c'est valable pour les musiques trad, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut jouer des rondeaux, évidemment qu'il n'est pas obligé d'être né à Luxeuil et s'appeler la case, évidemment que non, mais en tout cas, s'il veut les jouer correctement, il faut qu'il s'y intéresse et qu'il y passe un peu de temps parce que c'est de l'imprégnation, et l'imprégnation dans nos pratiques, font appel à la mémoire, aux sensations, et c'est très 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 long. Et donc juste pour terminer, moi en tout cas, ce qui m'a pris beaucoup beaucoup de temps et qui m'en prend encore beaucoup, c'est ça, c'est-à-dire ce côté appropriation esthétique. Voilà, moi je suis pas ethnomusicologue, je suis artiste, musicien, par moment enseignant, parce que comme tu disais tout à l'heure, si quelqu'un qui a un savoir, en fait, s'il le transmet pas, l'oralité elle s'arrête là. Donc quelque part, moi je me sens responsable de ça, de transmettre ça. Mais en fait, je transmets pas, je transmets là où j'en suis actuellement, et c'est un parcours qui est extrêmement long, notamment pour tout ce qui est si je prends l'exemple du branle ou du rondeau, on a eu des discussions sans fin avec mon oncle qui est là, on peut les avoir devant vous, mais ça va être assez pénible. Par exemple, moi, j'ai jamais eu affaire pendant un temps très long, à des bons danseurs de branle qui m'auraient vraiment imprégné, sur lesquels j'ai toujours joué dans des balles, à l'époque où je jouais beaucoup plus de balles, ce qui est moins le cas maintenant, où les gens, finalement, ils avaient une pratique assez modeste de la danse qui était équivalente à ma pratique assez modeste de la musique. Donc ça a créé un milieu qui tourne sur lui-même, qui s'alimente, qui progresse, qui crée de nouvelles choses, qui avance aussi.
Ici, il y a eu très longtemps cette... ouais, je termine. Ici, il y a eu très longtemps cette opposition trad, folk, folklorique, etc. En fait, pour moi, aujourd'hui, je suis assez décomplexé par rapport à ça, parce que la plupart du temps, enfin, en tout cas pour moi, dans un bal, pour la musique comme ça, le but, quand même, c'est de s'amuser et de passer du temps de loisir. À la limite, je préfère quelqu'un qui danse n'importe quoi, mais qui s'éclate, qui va bouger son corps, que quelqu'un qui va venir de façon très appliquée, danser parfaitement le branle tel qu'il a appris dans le stage la veille avec Lionel, par exemple, et qui va nous demander de rejouer exactement la chose. Ça m'intéresse plus du tout, même si à un moment donné, je me suis battu un peu pour ça. Ça m'intéresse pas parce que pour moi, on parle l'essentiel de ce qu'est la musique populaire, en fait. Et nos musiques, elles sont parfois plus populaires, elles sont un peu élitistes. Et ça, je le regrette. Et je terminerai juste par le dernier mot que je voulais vous citer, donc appropriation, motivation. C'est le mot trahison, parce que le mot tradition, je me suis aperçu aussi assez tard qu'il était lié au mot traduction, qui était lié au mot trahison. Et en fait, on fait ça tout le temps, c'est-à-dire que comme on est dans l'oralité, il n'y a rien qui nous appartient, voilà, on est juste des passeurs, ça nous traverse, on le transforme, on le rend. Il y en a qui s'appliquent à ne pas le transformer, mais ils le transforment malgré eux. Il y en a qui s'appliquent à le transformer et ils y arrivent très bien. Et donc, en fait, on est tout le temps en train de trahir. Si on n'a pas conscience de ça, on est malheureux. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas se tromper. Il faut juste trahir en connaissance de cause, en étant conscient de ce qu'on fait. Dans n'importe quel truc, que ce soit les conservatoires ou les associations, ça tient en fait à la personne, finalement, qui enseigne. Voilà, il y a des gens qui sont dans les associations qui sont complètement déconnectés de la vie du peuple, quoi, populaire. Il y a des gens dans les conservatoires qui sont extrêmement connectés et qui n'arrêtent pas de faire des choses. Donc, pour moi, c'est comme l'oralité et l'écriture, ça ne s'oppose pas. C'est des choses complémentaires. Voilà. Merci beaucoup. Alors, messieurs, après avoir été si castrateurs pendant 45 minutes, je ne peux pas maintenant accaparer la parole longtemps, ce serait malvenu. Vous avez parlé, tous les quatre, de modifications, de changements dans le temps, changement des publics, changement des supports, changement des enjeux. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose qui reste très fortement, malgré ces modifications. C'est d'une part... Et Romain en parle lui aussi, je n'en étais pas sûr, et en fait il insiste beaucoup dessus sur la question de la motivation, de votre motivation à tous les quatre, et puis d'une conscience aiguë des enjeux de transmission. Ça tombe bien, c'est le sujet de ce colloque. Donc la parole à la salle pour des questions. Oui, merci à tous les quatre, dans tous les cas, tous les cinq même, puisque Jean-Jacques met déjà les choses en perspective. Oui, je retenais ça de cette notion de changement que Romain a exprimé sous l'angle de la trahison, que Pascal a exprimé sous l'angle de la variation. Est-ce que dans vos pédagogies, ça peut s'adresser aux quatre, vous avez des recettes ou trouvez des choses pour... Est-ce que déjà vous donnez un sens à cette trahison ou variation? Est-ce que vous la cadrez, si je puis dire? Donc, est-ce que vous lui donnez une direction particulière? Tu disais trahison en connaissance de cause, ou est-ce que vous laissez faire vous donnez le libre cours à l'expression de vos élèves ou des gens qui vous entourent? Voilà, c'est quoi vos stratégies par rapport à ça? Alors pour ma part, en fait, une chose essentielle, c'est qu'en tout cas, on fait de la musique ou de l'expression, donc il faut absolument que les gens, même si en fait on est porteur d'un passé, il faut absolument que les gens aient leur identité qui s'exprime dans leur façon de faire les choses. L'identité, c'est très vaste, bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais effectivement, il y a un côté culturel, mais il y a aussi une part du vécu de chacun. Et pour moi, la variation, elle est là-dedans, c'est-à-dire que dans l'oralité, ce qui fait variation, en fait, c'est moi ce que j'appelle l'improvisation, voilà, au sens très très large, qui va du free, musique totalement libre, jusqu'à l'ornementation, voilà, qui est quelque chose de très fin, mais qui est déjà une forme d'interprétation du moment, parfois codifié, mais à part sur des musiques comme le pibroir et tout ça, où c'est extrêmement codifié, mais pour moi là c'est de la musique savante, on n'est plus dans de la musique populaire.
elle fait partie de l'instant. Voilà. Alors, pour moi, l'ornementation, c'est déjà un début d'appropriation et d'improvisation. C'est-à-dire, il y a une partie qui est une trame qu'on respecte dans ces musiques-là, et en fait, on ornemente. Après la variation, le chorus, c'est-à-dire on reste dans la structure métrique, mais on sort un peu jusqu'à l'improvisation libre, quoi. S'il n'y a pas ça, ces musiques-là, elles sont figées, elles sont finies, elles n'existent plus. Donc, en tout cas, pour ma part, quand je parle de ces musiques-là avec des gens qui sont... Alors, moi, j'ai pas forcément toujours en face de moi des musiciens qui sont issus d'un cursus trad. J'ai très souvent des gens qui sont justement extérieurs à ces musiques, et donc qui sont complètement à convaincre, parce que, a priori, ils sont là parce qu'ils ont cours avec moi, mais c'est tout. Et donc, je passe très souvent, moi, par l'improvisation, la musique improvisée, voilà, en allant de l'expression libre à l'ornementation, et en arrivant sur des formes très précises, en expliquant voilà, que si, par exemple, on veut faire une musique à danser, par exemple, il y a des choses qui sont inhérentes, impossibles à enlever, si on veut que ça reste un branle, par exemple, voilà, avec plein de possibilités d'espace d'expression, mais dans un cadre. Et parfois, si on parle de complainte, par exemple, ce cadre, il est beaucoup plus lâche. Par contre, là, c'est le texte sur lequel il faut s'attacher, si on veut raconter une histoire, voilà. Donc moi, en fait, mes astuces, elles sont là-dessus. Elles sont sur l'individu. Et en dehors de ce qu'on veut lui faire, de qu'est-ce qu'il peut faire lui. C'est-à-dire que quand quelqu'un joue du violon, en tout cas pour la vielle, en tout cas pour les grands joueurs de vielle aujourd'hui, moi, instantanément, quand j'entends un grand joueur de vielle, je sais qui c'est. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux, ils ont tous une spécificité sonore, une spécificité stylistique, et pourtant ils jouent de la vielle, et pourtant ils sont des fois sur le même répertoire. Donc c'est l'identité, en fait, la personne du musicien quoi, qui compte, quoi. Pascal voulait apporter un autre élément de réponse. C'est surtout, enfin, par rapport à l'instant, je suis complètement d'accord avec Romain. C'est vrai qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, et même pas une fois, parce que l'eau est déjà partie. L'eau qui arrive, elle est différente. C'est pareil avec ces musiques, je pense. On doit être garant du style, du savoir-faire, mais aussi on doit pouvoir les rendre vivantes. Et c'est-à-dire qu'on s'adapte sur l'instant, au lieu avec qui on est. Enfin, tous les grands maîtres nous prouvent ça constamment. Quand on écoute des vieux collectages, que ce soit ici en Berne, par exemple, Trey Casabonne, il a été collecté 2 fois sur la même chanson. On pourrait dire qu'on a de la peine à reconnaître la chanson, la mélodie, qu'est-ce qu'on note, qu'est-ce qu'on garde. Ou bien est-ce qu'on garde juste le fait qu'il réinvente aussi. On ne peut pas non plus se dire il invente sur le moment et puis je vais faire pareil, je vais tout réinventer. Non, il faut garder aussi les éléments de style et de langage. C'est vraiment pas facile de concilier, c'est constamment un grand écart. Et c'est dans l'instant, encore une fois, s'il me permet, je sais qu'il est très modeste, mais je vais citer Maître Jean-Loup qui dit « Ouais, t'as les boules, je sais. C'est faire sonner la voix de l'autre. Tu m'as dit ça un jour, je ne sais pas si tu étais à 0 g ou à 2. » Mais c'est ça, c'est comment est-ce qu'on s'y prend dans le moment pour que ça sonne. Et si ça ne sonne pas, c'est que ce n'était pas le bon moyen. Donc ça doit être différent. Sinon, c'est du folklore, c'est mort. Et Jacques Baudouin aussi veut apporter un élément de réponse. Oui, je ne sais pas ce que je vais apporter, mais enfin, moi, ça m'évoque immédiatement ces histoires-là, le problème de la transmission par le biais, et surtout le problème du collectage. J'ai un grand problème avec le collectage. Parce qu'on prend un instant de la vie de quelqu'un, c'est ce que tu as dit, on prend un instant de la vie de quelqu'un et ça devient la référence absolue. C'est-à-dire que le jeune qui croit au collectage comme on croit en Dieu, il va avoir l'impression que s'il change la moindre virgule, la moindre chose, ça va modifier la réalité qu'il ne peut pas se permettre parce que la référence ne sera plus là où elle doit être. C'est le même problème avec la notion de solfège. C'est pour ça que j'ai tant de problèmes avec le solfège. C'est que le solfège fixe les choses d'une façon qui ne le sont jamais. Quand vous allez voir un ancien musicien que vous le collectez, un jour il va vous jouer un truc d'une façon, un jour il va vous jouer une autre chose, alors même que c'est au niveau des mots, il va dire je vais te jouer le rondo de l'autre jour, et puis en fait il va le jouer d'une façon complètement différente. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il ne faut... Pour moi, le problème de l'enseignement à ce niveau-là, c'est d'éviter de tout axer sur la technique, sur l'enseignement du style, sur des choses très très compliquées. Moi, je dis, tous ceux que j'ai là et qui ont entre 20 et 30 ans, vous jouez beaucoup trop bien. Ça ne sert à rien.
vous êtes trop bon. Ça sert strictement à rien. C'est-à-dire vous passez à côté de l'essentiel. En accent tout sur votre technique, vous passez à côté de la réalité, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut apprendre, en fait? Mais j'ai mis 40 ans à le comprendre, à le pratiquer un petit peu. Ce qu'il faut apprendre, c'est les codes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, et c'est là que je rejoins ce que disait tout le monde, puisqu'on dit avec des mots différents les mêmes choses, c'est-à-dire apprendre les codes, c'est-à-dire apprendre ce qui structure je veux dire, on peut dire ça comme ça, le discours musical de celui qui est collecté. Qu'est-ce qui fait que c'est lui qui joue, que c'est lui qui joue comme ça, et que s'il joue demain, il jouera différemment, mais c'est toujours lui qui joue. C'est ça le truc. Donc à partir du moment où on commence à comprendre le système de code, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas dans cette culture, à partir de là, on peut commencer à jouer des rondeaux, on peut commencer à jouer des branles. C'est-à-dire que changer la mélodie d'un branle ou d'un rondeau, ce n'est pas un drame à partir du moment où la cadence est respectée. C'est-à-dire, est-ce que ça fait toujours danser? S'il n'y a pas de rupture sur le plan de la cadence, je ne parle pas du rythme, je parle de la cadence, à partir du moment où tout ça c'est bien en place, il n'y a aucun problème. Vous pouvez mélodiquement changer tout ce que vous voulez. Et là, vous êtes vraiment dans la musique traditionnelle à l'ancienne, c'est-à-dire que les gens, ils ne se posaient vraiment pas ces questions-là. D'abord, ils ne se les posaient pas parce que c'était leur vie et qu'ils n'avaient pas à se les poser. C'est nous qui nous les posons aujourd'hui en termes de légitimité. C'est ça le problème. On a à retrouver cette auto-légitimité de se dire « je fais ça comme ça, mais ça marche quand même, donc il n'y a pas de souci. Je n'ai pas à me dire oh, « là, j'ai raté la note qui tue, là, c'est pas... » voilà. Et quand je parlais de compétences surdimensionnées sur le plan technique, ça c'est vraiment un problème, quoi. Parce que qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui croient inventer quelque chose d'extraordinaire en jouant une marche-joise ou un cercle circassien avec la musique de Star Wars? C'est qu'ils sont trop bons musicalement, ils ne savent plus vers où aller, donc ils s'inventent des espèces de modèles bizarres. Mais c'est rien du tout de jouer un rondeau sur Star Wars, mais enfin, à la limite, je peux vous faire ça demain s'il faut, quoi. C'est pas un problème. C'est pas un problème, il suffit de trouver la bonne cadence, de trouver la mélodie qui va avec, de la modifier un petit peu. Mais c'est ce qu'ils ont toujours fait. Croyez-vous que c'est par hasard qu'il y a un branle qui s'appelle « Ah, ça ira, ça ira » et que l'air, pour l'essentiel, c'est « Ah, ça ira, ça ira, ça ira », quoi. Eh bien, parce qu'ils ont trouvé ça sympa, ça les a fait rigoler à l'époque révolutionnaire, ils en ont fait un branle, et puis va comme ça va, quoi. Ben, c'est le Star Wars de l'époque, quelque part. Voilà, je vous laisse comme ça. Oui, moi je reviens aussi sur cette idée de trahison ou pas, et je rebondis complètement sur ce que tu dis, Jacques. Je suis complètement d'accord avec ça. Quand on regarde un peu dans le passé, dans l'histoire, ne serait-ce que les répertoires à danser, par exemple, dans la plupart des régions, on ne retrouve pas du tout les mêmes noms de danse que ceux que le revivalisme et le trad a sanctuarisés. Ça, c'est quand même très troublant. C'est-à-dire que si on remonte au-delà du 19e siècle, on n'est apparemment plus, dans la plupart des régions, sur les répertoires de danse de type bourré, rondeau, branle, etc. Alors branle, il y a peut-être c'est peut-être quelque chose de particulier, mais rondeau, bourré, sur l'air au Massif central et autres, on a beaucoup de mal à retrouver ça dans les textes, les documents d'archives, dans la pratique locale de terroir, quoi. J'ai l'impression qu'on est sur tout à fait autre chose. Et quand on regarde les rares renseignements que l'on a sur les répertoires ménétriers, par exemple dans l'histoire, on s'aperçoit que les musiciens ont toujours été omnibilés par le fait de jouer à la dernière nouveauté. Et c'est pas du tout une clause de style que je dis là en réalité. Dès le XVIe siècle, il y a par exemple le témoignage très intéressant de Auger Gaillard, qui était un ménétrier de Rabastens, donc du Languedoc, qui a eu plein de vies, entre autres mercenaire, charron, moine, mais ménétrier et violoniste aussi, et qui détaille sa pratique de musicien de bal. Il dit, lui, qu'il y a une émulation des ménétriers. Alors, il était certainement un assez bon ménétrier. Il avait terminé poète à la cour de Navarre, poète officiel des États de Navarre. Donc, c'est quand même quelqu'un qui avait de l'envergure. Mais lui était omnibilé par le dernier répertoire à la mode. Ça, c'est déjà une chose. Et aussi loin que l'on puisse remonter par l'archivistique, on est tout le temps dans cette surenchère à la nouveauté, quoi. On gagne son statut, on gagne ses galons de ménétrier professionnel par l'acquisition des tout dernières nouveautés. Donc, soyons très vigilants par rapport à des formes que l'on aurait sanctuarisées, statufiées, momifiées. J'ai l'impression qu'on a bâti le prototype du trésor vivant à la mode patrimoniale moderne, si vous voulez, quand on a statufié certains de nos ménétriers que l'on a collectés dans les années 70 et 80. Et l'autre remarque que je fais aussi, qui va dans ce sens-là,
c'est que quand on étudie l'histoire ménétrière sur le XVIIe siècle, le métier se passe de père en fils. Les fils sont des ménétriers comme les pères. Et dès qu'on passe le XVIIe et qu'on arrive au XVIIIe siècle, la première génération de musiciens, dont les pères et les grands-parents étaient des ménétriers, voire les arrière-grands-parents, eux ne sont plus des ménétriers. C'est des gens qui jouent à l'opéra, c'est des gens qui changent complètement de registre, qu'on va trouver comme clavecinistes, maîtres à danser, de répertoire urbain très en vogue dans la haute bourgeoisie, l'aristocratie et autres. Il y a un changement culturel, musical, radical d'une génération sur l'autre. Et pourtant, on est dans une endoformation de type familial. Donc tout ça, ça m'interroge beaucoup, moi. Et pour revenir sur ton interrogation, je pense que tu ne trahis rien du tout. Si tu es fidèle à toi-même et que tu as cette impression d'une certaine fidélité à toi-même, et si ce que tu fais, comme le dit Jacques, est efficace, je pense que non seulement tu ne trahis pas, mais je pense que tu es dans le ton juste, en réalité. Ouais, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit sur les codes, sur une appropriation comme ça. Et je crois qu'en tant que passeur, etc., ce qui est important, c'est de les autoriser à s'amuser avec la matière, à travers ces codes-là. Si on n'a pas cette posture-là, si on ne les autorise pas, tu peux faire, ils s'enferment eux-mêmes, quoi. Et un autre sujet que j'ai constaté pas mal par rapport aussi, que ce soit des musiciens autodidactes, peu importe, ou pas, ou aussi au niveau des ponts supérieurs, hein, au niveau du travail de la matière. Donc on constate beaucoup plus un travail sur les arrangements, enfin, dans ce que j'ai pu constater, donc un apport extérieur qu'on demande de couleurs, et quand il faut travailler vraiment sur la matière, ben, elle devient pauvre, c'est les arrangements qui priment, et souvent dans des prestations qu'on peut voir, au lieu de travailler un thème et de s'amuser, de le triturer, de le faire vivre à continuer avec le thème, au bout de 3 fois, tiens, on ne sait plus quoi dire avec, on change de thème, on passe à l'autre, ou on privilégie complètement les arrangements, quoi. Donc là, c'est quelque chose je crois qu'il faut faire attention aussi. Être inventif, donner les choses, mais pas oublier le fond, quoi, par rapport à la forme. Merci beaucoup. Eh bien, moi, je suis sous les ordres de Jean-Jacques Casteret, c'est bien normal, qui me fait un petit signe pour dire peut-être qu'on arrête là. Voilà, absolument. Et donc, merci à tous.